Alors aujourd'hui, on va se pencher sur une histoire absolument remarquable de la médecine, celle de la leucémie myéloïde chronique, qu'on appelle aussi LMC. C'est l'histoire incroyable d'une maladie qui est passée d'une quasi-condamnation à mort à une simple condition chronique que l'on peut gérer. Et tout ça grâce à une découverte scientifique qui a littéralement tout changé. Ces mots font froid dans le dos, n'est-ce pas? Eh bien, il y a quelques décennies à peine, c'était ça, la réalité pour quelqu'un qui recevait un diagnostic de LMC. Une perspective sombre, sans appel. C'est le point de départ de notre histoire, et c'est ce qui rend la transformation qui a suivi si spectaculaire. Ok, replongeons-nous dans cette période, avant les années 2000. Il faut bien se rendre compte que pour un patient, le diagnostic de LMC, c'était une impasse. Les options étaient très limitées, et le pronostic, franchement, était catastrophique. Concrètement, ça voulait dire quoi? La seule et unique lueur d'espoir, c'était une greffe de moelle osseuse. Sauf que, attention, il fallait déjà trouver un donneur compatible, ce qui était un vrai parcours du combattant, et même si on en trouvait un, c'était du pile ou face, une chance sur deux de s'en sortir. Un pari hyper risqué, avec des complications qui étaient souvent mortelles. Pour la plupart des gens, il n'y avait tout simplement pas d'issue. Alors la grande question, c'est comment est-ce qu'on est passé de ce désespoir quasi total à la situation d'aujourd'hui? Eh bien la réponse, elle n'est pas venue d'un nouveau traitement miracle, non. Elle était cachée là, au plus profond des cellules malades. Un tout petit indice génétique. Et c'est là vraiment que tout va basculer. Cet indice, c'est le chromosome Philadelphie. Et là, le détail qui change absolument tout, c'est que c'est une anomalie acquise. Ça veut dire quoi? Que ce n'est pas héréditaire. C'est un accident de parcours génétique qui arrive seulement, et j'insiste, seulement, dans les cellules cancéreuses. Et ça, pour les scientifiques, c'était une aubaine, une cible parfaite. Alors, comment ça se passe cet accident? C'est un processus qu'on appelle la translocation. Imaginez que vous avez le chromosome 9 et le chromosome 22. Un petit bout de chacun se détache et hop, ils échangent leur place. Et ce simple échange, ça crée un gène complètement nouveau, une sorte de monstre génétique, le gène BCR-ABL. Un gène qui n'a absolument rien à faire dans un corps sain. Et ce nouveau gène, le BCR-ABL, c'est lui le grand coupable. C'est vraiment le moteur de la maladie. La protéine qu'il fabrique, c'est comme si la pédale d'accélérateur d'une voiture était coincée à fond. Elle crie en permanence à la moelle osseuse « Produisez des globules blancs, encore et encore », sans jamais s'arrêter. Résultat, le corps est littéralement inondé de ces cellules. Bon, on a compris ce qui se passe à l'intérieur, au niveau microscopique. Mais concrètement, pour un patient, ça se traduit comment? Quels sont les signes et comment les médecins font-ils pour mettre un nom sur cette maladie? Souvent, le premier signe, c'est une grosse rate, ce qu'on appelle une splénomégalie. Ça peut causer une sensation de lourdeur sur le côté gauche, mais le plus fou, c'est que dans un cas sur deux, il n'y a aucun symptôme. Rien. La maladie est découverte complètement par hasard, à l'occasion d'une simple prise de sang faite pour toute autre chose. Et là, sur la feuille de résultat de cette prise de sang, c'est le choc. Le chiffre des globules blancs a littéralement explosé. On parle de plus de 100 000 par millimètre cube. Pour vous donner une idée, la normale, c'est entre 4 000 et 10 000. C'est juste énorme. On appelle ça une hyperleucocytose majeure. À partir de là, les médecins lancent une véritable enquête génétique. D'abord, le karyotype, c'est un peu comme une photo d'identité des chromosomes. Et là, bingo, on voit le coupable, le fameux chromosome Philadelphie. Et pour avoir la preuve irréfutable, on passe à la biologie moléculaire. La fameuse technique PCR permet de débusquer le gène BCR-ABL lui-même et même de le quantifier. Là, le diagnostic est posé, sans l'ombre d'un doute. Et c'est là qu'on mesure vraiment le chemin parcouru. C'est un avant-après spectaculaire. D'un côté, on avait la chimio palliative et la greffe hyper risquée. De l'autre, aujourd'hui, on a les thérapies ciblées. On passe d'une espérance de vie de 4-5 ans à une espérance de vie quasi normale. C'est ça la révolution. La LMC n'est plus une condamnation, mais une maladie chronique. Alors, parlons de cette fameuse arme qui a tout changé, la thérapie ciblée. On a souvent parlé de balle magique et l'image est parfaite. Imaginez un projectile qui ne touche que sa cible sans faire aucun dommage autour. Le nom de ces médicaments, c'est inhibiteur de tyrosine kinase, ou ITK pour les intimes. Et tout leur génie, c'est leur précision chirurgicale. Ils sont dessinés sur mesure pour venir s'emboîter comme une clé dans sa serrure, dans la protéine BCR-ABL, et seulement elle. Une fois en place, ils la bloquent, ils la désactivent. En gros, ils coupent le contact du moteur de la maladie. Et le plus beau, c'est qu'ils ne touchent pas aux cellules saines. Et le progrès ne s'est pas arrêté là, bien au contraire. Les chercheurs ont développé plusieurs générations d'ITK. Le premier, l'imatinib, c'est le traitement de base. Mais si ça ne marche pas ou s'il y a des effets secondaires,
Pas de panique, on peut passer à la 2e génération. Et si jamais la maladie devient rusée et développe des résistances, eh bien on a même une 3e génération pour déjouer ces plans. C'est une stratégie d'adaptation permanente. Donc, on l'a compris, cette révolution a totalement transformé la vie des malades. Voyons voir ce que ça implique concrètement de vivre avec la LMC aujourd'hui comme une maladie chronique. L'analogie la plus juste, c'est celle du diabète ou de l'hypertension. De la même manière qu'on gère son diabète tous les jours, une personne avec une LMC prend son traitement quotidiennement. L'objectif a complètement changé. On ne parle plus juste de survie, on parle de vivre longtemps et surtout de vivre bien. Évidemment, tout ça demande un suivi très régulier et très sérieux. Il y a le suivi clinique, l'analyse de sang classique, mais le plus important, le vrai juge de paix, c'est le suivi moléculaire. On va régulièrement mesurer le niveau du gène BCR-ABL. C'est le meilleur moyen de savoir si le traitement fonctionne vraiment en profondeur et s'il continue de bien contrôler la maladie à la racine. Et ça, c'est un point absolument essentiel. Ce n'est pas parce qu'on se sent bien et que la prise de sang est parfaite que tout est fini. La vraie victoire, ce qu'on appelle la rémission moléculaire profonde, c'est quand les tests les plus sensibles ne trouvent plus la moindre trace de la signature génétique de la maladie. C'est là qu'on sait que la maladie est vraiment maîtrisée.